Monsieur Parizeau est un bon soldat. Il a agi comme tel jusqu'à maintenant. Je ne vois rien dans ses propos qui évoque ce qu'il a dit en 95. Et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne ou non. Vous avez entendu mes propos hier et M. Parizeau a choisi de ramener ses propos de 95 dans le débat de la campagne électorale. Pas question pour nous de reculer là-dessus, surtout pas de s'excuser, au contraire. Bonsoir. Jour 22 de la campagne électorale, le débat des chefs d'hier a encore des échos aujourd'hui en raison d'une intervention de Jean Charest qui citait Jacques Parizeau. L'ancien premier ministre du Québec dit que Jean Charest a mal interprété ses propos. Il a réclamé des excuses qui ne viendront pas. De son côté, Bernard Landry estime qu'il n'y avait rien d'offensant dans ce qu'a dit M. Parizeau. Les sièges sont très confortables. Oui, c'est des sièges. L'usine de camions Paccard, c'est la parfaite incarnation du modèle québécois à la Bernard Landry. Il s'est battu personnellement pour sauver l'usine et 700 emplois. J'y viens à chaque fois avec une émotion intellectuelle et humaine aussi. Du monde qui travaille, c'est pas mal mieux. Est-ce qu'il vous a donné des émotions intellectuelles hier, M. Parizeau? Depuis 40 ans que je le connais, il m'en donne vraiment de toutes sortes, sauf de sensuel. Bombardé de questions, le chef péquiste, sur la défensive, a refusé en matinée de commenter les propos de Jacques Parizeau, souhaitant lui donner d'abord la chance de s'expliquer. Est-ce que vous savez ce que Jacques Parizeau a dit hier? Est-ce que vous le savez ce qu'il a dit? J'ai jamais eu, avec les guillemets, le verbatim. J'ai eu des résumés, et c'est pour ça que j'attends qu'il parle. Parizeau, il dit, j'ai fait... Pourtant, ses conseillers citaient et distribuaient hier la déclaration de M. Parizeau, qui fut aussi enregistrée et diffusée à la radio de Radio-Canada. Dans certaines communautés, ça a été presque l'unanimité. L'ancien premier ministre est revenu lundi sur la défaite référendaire de 95, dénonçant de nouveau le vote des immigrants qui ont voté en bloc contre la souveraineté. M. Parizeau dit que 8 ans plus tard, ça s'améliore, les enfants de la loi 101 étant mieux intégrés à la société québécoise. Jacques Parizeau ne renie pas ses propos, mais dit avoir été mal interprété. Bien, je comprends que la politique permet tous les coups, mais quand même, il ne faut pas charler. Je pense que j'ai droit, et je dois demander à M. Charest de s'excuser. Pas question pour nous de reculer là-dessus, surtout pas de s'excuser, au contraire. Finalement, Bernard Landry ne désavoue pas Jacques Parizeau. Il ne se dissocie pas de cette nouvelle déclaration ambiguë sur le vote ethnique. Je ne vois rien dans ses propos qui évoque ce qu'il a dit en 95. Et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne ou non. Le chef péquiste ne demande pas à Jacques Parizeau de cesser de faire campagne, mais c'est tout comme. Il dit que c'est à l'ancien premier ministre de juger si sa contribution aide ou nuit au Parti québécois. Sophie Langlois, Radio-Canada, Châteauguay. Jacques Parizeau réfléchit sérieusement à ralentir ses visites dans les cégeps et les universités du Québec d'ici le 14 avril. C'est ce qu'a confirmé l'agente de presse qui est responsable de la tournée de l'ancien premier ministre. Jacques Parizeau a refusé d'en dire davantage sur le sujet. Il s'est contenté de rappeler qu'il demande toujours des excuses publiques au chef libéral Jean Charest. Il a aussi remercié Bernard Landry pour sa façon de gérer l'affaire. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, c'est très reconnaissant à M. Landry d'avoir pris connaissance de ce que j'ai dit avant de parler, ce qu'a pas fait M. Charest. Et Jean Charest, on l'a bien compris, ne s'excusera pas auprès de Jacques Parizeau. Il rappelle que l'ancien premier ministre est un politicien d'expérience qui savait très bien ce qu'il faisait et disait hier. Cela dit, Jean Charest ne cache pas sa bonne humeur au lendemain d'un débat qui lui a permis de marquer des points. Et ce soir, les militants libéraux de Montréal étaient 4000 à la gare Windsor, ce qui n'est pas rien pour lui faire perdre son enthousiasme. Notre chef! Jean Charest est arrivé tel une vedette dans une salle bondée. Au moins 4000 partisans l'attendaient, chauffés à blanc par des animateurs qui avaient organisé de petites mises en scène partisanes. Nous sommes prêts! Nous sommes prêts! Toute son attitude le crie. Il est satisfait de la tournure du débat, il est fier de sa performance et il est prêt, comme le dit son slogan, pour la deuxième moitié de la campagne. Est-ce que vous croyez que le Québec est prêt pour un gouvernement libéral?
La journée avait bien commencé. En plus d'avoir placé le Parti québécois sur la défensive en répétant les propos de Jacques Parizeau, il a trouvé un moyen pour dénoncer un aspect du programme péquiste dont on a peu parlé jusqu'ici. Un programme qui a été adopté après le déclenchement des élections. L'enjeu principal là-dedans, c'est surtout l'agenda caché de M. Landry et de M. Parizeau. Parce qu'en même temps, M. Parizeau réitère que le plan national de transition vers la souveraineté, c'est dans le programme du Parti québécois. Ça va être leur première priorité. C'est ça l'enjeu le 14 avril. Le chef libéral a aussi le sentiment de s'être finalement débarrassé du boulet que constituait sa position sur les diffusions. On ne s'en va pas se battre contre les nouvelles villes. On se demande pourquoi il a tant attendu. Il nous dit qu'il avait été mal compris. Au fil des jours, là, les gens, je pense, étaient laissés avec l'impression que nous étions devenus hostiles aux nouvelles villes, que nous allions nous proposer, allaient proposer des diffusions. Les libéraux, a-t-il précisé de nouveau, vont seulement offrir la possibilité de se prononcer sur les diffusions. En plus de brandir l'agenda souverainiste du PQ, les libéraux vont courtiser ceux qui songent à voter pour l'ADQ. Jean Charest veut que les électeurs considèrent le PLQ comme le parti qui incarne le changement. Josée Thibault, Radio-Canada, Montréal. Du côté de l'Action démocratique aussi, les militants se sont réunis ce soir. Ils étaient environ 600 à applaudir leur chef, Mario Dumont, à Laval, dans le comté de Chomedey. Toute la journée, le chef adéquiste a continué d'afficher la même assurance que depuis le début de la campagne. Faisant référence au débat d'hier, M. Dumont affirme qu'il n'a pas besoin de crier comme ses adversaires pour défendre son programme. Et il ne croit pas en l'analyse des experts qui l'ont qualifié de perdant. Mario Dumont juge au contraire que c'est Jean Charest qui a perdu le débat puisqu'il a été incapable, selon lui, de présenter une seule idée neuve. La FTQ a obtenu gain de cause contre le directeur général des élections du Québec. La Cour supérieure rejette la requête de cet organisme qui voulait obtenir une injonction interlocutoire pour empêcher la FTQ de poursuivre sa campagne de dénonciation contre l'Action démocratique. Avant le début de la campagne électorale, la centrale syndicale avait distribué des dépliants pour critiquer certaines politiques de la formation de Mario Dumont. L'un des grands défis de notre système d'éducation est de garder l'intérêt des garçons le plus longtemps possible pour éviter qu'ils décrochent. Ce que l'ADQ propose pour y arriver, c'est le recours plus fréquent à la compétition entre les élèves. Le parti veut aussi augmenter le nombre de professeurs masculins au niveau préscolaire et primaire. Ces garçons sont maintenant rendus au cégep, mais nombreux sont leurs compagnons qui ont abandonné en cours de route. Selon des chiffres de 1997-98, 41% des garçons décrochent avant d'obtenir leur diplôme du secondaire, contre 26% chez les filles. Et en plus, il y a 2 fois plus de garçons en difficulté d'apprentissage que de filles. Peut-être que les garçons ont plus tendance à manquer de motivation parce que normalement, les filles, dans l'expérience que j'ai eue, même si tu te places dans les Québec, sont plus travaillantes, sont plus motivées, sont plus tout le temps dans leurs livres. Vous en avez des amis qui ont décroché au secondaire? Oui, j'en ai beaucoup. La majorité de mes amis, dans mon groupe, à peu près, on était 3 sur 10 qui ont été au cégep. Les autres ont fait d'autres choix, soit des DEP ou des amis, ils voulaient faire plus d'argent plus rapidement, fait qu'ils ont été sur d'autres avenues. Il faut insister davantage sur le fait que le succès passe par l'effort. Pour régler le problème des garçons, l'ADQ avance plusieurs solutions. Par exemple, des périodes minimales de récréation à l'extérieur, des concours entre élèves, et puis il faudrait plus de professeurs masculins au primaire, question de donner l'exemple aux garçons. C'est une vocation où les gars sont largement sous-représentés, ils ne sont pas 15 %, et on pense que s'il y en avait davantage, que ça pourrait avoir des effets positifs pour le contexte d'encouragement à la réussite scolaire chez les garçons. Il y a là-dedans un relent d'antiféminisme fondamental et un peu ridicule. Là. Je m'excuse de vous dire ça, mais la présence d'enseignantes n'a jamais empêché un jeune garçon de bien réussir son école. Jean-Claude Saint-Amand est chercheur à l'Université Laval au Centre de recherche et d'intervention sur la réussite scolaire. Il cite plusieurs sources, des études européennes et américaines, et un avis du Conseil supérieur de l'éducation pour conclure que la mesure serait inefficace. Donc, pas de lien statistique démontrable entre la proportion d'hommes qui enseignent au primaire et la réussite scolaire des garçons. L'ADQ laisserait aussi le choix aux commissions scolaires d'offrir des classes non mixtes, une autre mesure dont l'efficacité n'a pas été démontrée. Encore une fois, je pense que c'est de faire fausse route. La raison en est que
le fait de mettre tous les garçons ensemble, ça suppose que tous les garçons constituent un groupe homogène. Or, ce n'est pas un groupe homogène et la réussite des garçons dépend avant tout du milieu socio-économique. Dans les milieux favorisés, il n'y a presque pas d'écart entre les garçons et les filles, alors que c'est tout le contraire dans les milieux pauvres, où les garçons se dépêchent de quitter l'école pour gagner de l'argent. Lynn Pagé, Radio-Canada, Longueuil. Restez avec nous dans un moment. La campagne électorale dans les régions. Dans René Lévesque au Saguenay, le candidat libéral embarrassé par les déclarations de son chef sur Alcoa. Les candidats dans la circonscription de René Lévesque au Saguenay ont du mal à défendre la position de leurs partis respectifs dans le dossier de l'aluminium. Le libéral François Désy est embarrassé par les déclarations de Jean Charest et d'Yves Séguin qui remettent en question les ententes signées entre le gouvernement et Alcoa pour la modernisation de l'aluminerie de Bécomo. Le député adéquiste sortant, François Corriveau, comme son adversaire péquiste, Marjolin Dufour, sont tous deux coincés avec la position de leur chef, qui refuse d'étendre les avantages de la vallée de l'aluminium à d'autres régions que le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Or, voici que Jean Charest et son candidat vedette, Yves Séguin, considèrent comme une erreur du gouvernement d'avoir offert des crédits d'impôt et des tarifs d'électricité jugés trop bas à la multinationale Alcoa pour réaliser l'agrandissement et la modernisation de ses alumineries de Deschambault et de Bécomo. Au tour de l'adéquiste et du péquiste de jeter la plure de banane aux pieds du libéral. Alors, je voudrais bien que M. François Désy, qui va probablement aller serrer des mains aux sorties ou aux entrées d'usine, explique ça à la direction de Alcoa et explique ça aux travailleurs et aux travailleuses. Quand moi j'entends M. Séguin venir dire qu'on va tout remettre ça en question, il faut penser que pour notre avenir ici, pour l'avenir du projet d'Alcoa à Bécomo, des propos comme ça de la part d'un représentant du Parti libéral qui se veut devenir le futur ministre des Finances, je trouve ça très inquiétant pour notre région. Or, François Désy affirme aujourd'hui que son parti ne renégocierait pas les ententes s'il était élu. La position officielle depuis hier, puis celle qui va être maintenue, puis vous savez que je vais drôlement défendre ce qui a été signé et entendu pour la région, parce que c'est nos emplois qui en dépendent. Nous allons respecter les contrats accordés à Alcoa et les taux d'électricité. Là où les péquistes ont commis une erreur, dit-il, c'est de n'avoir pas obligé Alouette et Alcoa à donner le maximum de contrats de sous-traitance aux entreprises de la région. Si il y avait eu des conditions qui avaient été attachées avec ça, probablement qu'on ne parlerait pas d'erreur. Mais c'est parce que là, on donne tout d'un côté, puis on ne peut pas s'assurer du retour de l'autre. À nuancer les propos des ténors de son parti, François Désy n'a pu mettre autant d'emphase qu'il le voulait sur son plus gros engagement économique de la campagne, la création d'un fonds de développement économique régional de 25 millions de dollars. Un engagement calqué à la virgule près sur la demande des chefs de file de la région. Hervé Gaudreau, Radio-Canada, Bécomo. Les 4 candidats à l'élection du 14 avril dans la circonscription de Duplessis sur la Côte-Nord se sont affrontés lors du premier d'une série de 5 débats publics. Ils répondaient à l'invitation des jeunes du cégep de Sept-Îles. Les grands dossiers économiques comme la vallée de l'aluminium et l'avenir de la minière Québec-Cartier ont été au cœur du débat. Dans un auditorium à moitié vide, les candidats ont eu parfois du mal à composer avec les positions de leurs partis respectifs. Le libéral, Marc Proulx, a admis que son chef voulait revoir les contrats aux alumineries. Mais il a contre-attaqué en rappelant que le PQ excluait la Côte-Nord des avantages de la vallée de l'aluminium. Si votre chef là-dessus, ça, je peux pas le nier, était très clair. Cette île-là, les minérales Alouette, des gens de la région de cette île, les entreprises, comptez pas dessus, on bougera pas. Mal à l'aise avec le refus de son parti à régler ce dossier, la péquiste Lorraine Richard était sur la défensive. Et laissez pas croire aux gens qu'on va tout payer les contrats parce qu'on n'a pas droit aux 40 déductifs. La déquiste, Steve Trudel, semblait ignorer que cette île a bénéficié des mêmes avantages pour l'aluminerie Alouette. À la place de créer 260 jobs comme il était fait, là, comme vous avez créé avec Alcoa, à gaspiller nos impôts et nos... Par contre, quand il est question de sauver Québec-Cartier, tous souhaitent que Québec investisse. Le 15 avril au matin, moi, je m'engage à m'assurer que cette compagnie-là va demeurer ouverte. Parti québécois qui disent que presque tout est attaché, je peux vous dire qu'il commence à être tard déjà. Puis je comprends pas encore pourquoi qu'on attend
L'avenir de la Québec-Cartier avec le gouvernement du Parti québécois n'est pas en jeu. Mais faites attention parce qu'avec les libéraux, il va être en jeu, comme ils nous reprochent d'avoir fait des tarifs préférentiels avec la compagnie Alouette. Sur le dossier de la négociation territoriale avec les Montagnais, la candidate péquiste a montré pour la première fois ce qu'elle en pensait. Moi, je vous dis que comme député, je veux pas qu'on soit enclavé dans des réserves indiennes. Je veux qu'on ait nos droits. Pour ce qui est du Nistasinan et du Inuassi, M. Ford reconnaît ces thèmes plus que moi, il en a fait son dada. Nous, on est contre l'entente de principe parce que nous, on veut négocier les nord-côtiers avec les Indiens de la Côte-Nord. Ce avec quoi les deux autres candidats sont d'accord. Alex Levasseur, Radio-Canada, à Sept-Îles. Les soins de santé sont au cœur des préoccupations des personnes âgées. Une centaine d'entre elles l'ont d'ailleurs clairement fait savoir aux 4 candidats du comté de Jonquière lors d'un débat houleux organisé par l'Association québécoise de défense des droits des retraités. Le vieillissement de la population se reflète particulièrement dans les soins de santé. Les aînés l'ont bien fait sentir aux 4 candidats du comté Jonquière qui ont défendu leur programme ce matin. La formule du débat a permis à chaque aspirant de répondre aux questions de la salle sans que ses adversaires n'aient le droit de répliquer. S'ils souhaitent que les résidences pour personnes âgées soient mieux encadrées, les aînés veulent surtout demeurer le plus longtemps possible à la maison, à condition d'avoir des soins adéquats. Ça, c'est très important. Si tu veux rester à domicile, il faut que tu aies des services qui te permettent de le faire. On est les seuls qui veulent investir dans les soins à domicile pour effectivement libérer les listes d'attente parce qu'on le sait, ça coûte beaucoup moins cher quand quelqu'un est à domicile. Il est vrai que les listes d'attente inquiètent sérieusement les personnes âgées, dont les malaises peuvent s'aggraver rapidement. Quand ça prend 1 an, puis des fois plus, te faire opérer pour un œil parce que tu as une cataracte, puis quand tu te fais opérer, l'autre est entamé, bien là, ça te pose des questions. Quand on parle de ça, c'est les cataractes ou toutes les petites chirurgies qui sont en attente des mois de temps pour être opérées. Je pense qu'en clinique privée, on est capable de le faire. Plusieurs personnes ont également dénoncé les coûts exorbitants des médicaments. Donnez-moi les grandes lignes de la loi 102. Mais les attaques les plus virulentes sont venues de membres de comités de retraités cadres et non syndiqués d'Alcan et Abitibi-Consol. Ils se sont plaints à la candidate Laflamme que la loi 102 adoptée par le gouvernement péquiste les exclut de la gestion des fonds de pension. Parce que nous autres, on veut une personne qui, à la table de négociation, parle pour les retraités, pas les centrales syndicales, parler pour nous autres. Toutes vos années de travail, vous avez mis de l'argent dans des fonds de retraite. Moi, je pense que ça serait normal que vous soyez partie prenante de la gestion de ça et je serai une porte-parole pour vous autres. La vigueur des débats a permis aux aînés de mieux saisir l'ardeur des candidats à défendre leurs intérêts. André Régis, Radio-Canada, Saguenay. Nous vous proposons ce soir le portrait de la circonscription de Charlesbourg à Québec, le comté de l'ancien ministre du Travail, Jean Rochon, qui a pris sa retraite. Le libéral Éric Mercier, le fils de l'ex-maire Ralph Mercier, affronte la candidate vedette du Parti québécois, Sylvie Tremblay. Il faudra aussi surveiller le jeune candidat de l'ADQ, déjà à l'œuvre depuis 8 mois. Les affiches électorales du PQ viennent à peine d'apparaître à Charlesbourg. La candidate péquiste tente de rattraper le temps perdu à cause d'une assemblée d'investiture en pleine campagne électorale. Cette notaire de Beauport doit travailler fort pour éviter le déchirement des troupes péquistes. Oui, les gens se sont ralliés. On a une semaine et une journée de fête depuis ce temps-là. Ça se déroule très bien. La partie n'est pas facile pour cette candidate qui ne maîtrise pas encore les enjeux locaux. Surtout que Jean Rochon, son prédécesseur, a été élu par seulement 33 voix. Mais les gens sont sous le charme. Une poignée de main qui est ferme, c'est différent qu'une poignée de main molle. Je vote pour la personne et non pour la partie. Son adversaire libéral, le fils de Ralph Mercier, profite de la notoriété de son père, de sa connaissance du milieu et de 2 machines électorales bien rodées, celle des libéraux et celle de son père au municipal. Bras droit du chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, il refuse de dire s'il militera pour ou contre une diffusion. Aux citoyens de décider. Évidemment que les gens auraient à se prononcer, à voter. Est-ce que vous seriez pour le oui ou pour le non? Un vote, habituellement, c'est secret. Habituellement, c'est secret. Et je tiens à garder quand même cet aspect-là. Ça prend du changement. Jonathan Julien a perdu 10 kilos. C'est que depuis 8 mois, ce jeune comptable fait du porte-à-porte pour vendre les idées de l'ADQ. Ça fait 3600 foyers que je visite. Et c'est loin d'être fini. En congé sans solde du vérificateur général, il soutient qu'il faut diminuer la taille de l'État et mettre fin à la sécurité d'emploi à vie. Quand on n'a pas de travail à donner à quelqu'un, on ne peut pas garantir la sécurité d'emploi à vie. Mais par les temps qui courent, les citoyens ont bien d'autres préoccupations en tête. Ouais, bon temps, c'est le temps de la guerre, là. Puis on est pas mal distrait par ça, là. C'est Celle Larouche, Radio-Canada, Québec.
Restez avec nous dans un moment. Faux pas de Jacques Parizeau ou mauvaise interprétation de Jean Charest. Ce qu'a vraiment dit l'ex-premier ministre aux étudiants du cégep de Shawinigan. Automne 1985, c'est un parti québécois affaibli qui se présente devant les électeurs. La mise au rencard de son projet de souveraineté a fait beaucoup d'insatisfaits. Le parti maintenant dirigé par Pierre-Marc Johnson a perdu de nombreux ministres et députés. Robert Bourassa, redevenu chef libéral, profite de la lassitude d'une population touchée par la récession, un taux de chômage élevé et des compressions draconiennes dans le secteur public. Il propose de mettre un frein à l'intervention de l'État, de réduire la taille du gouvernement et de miser sur le dynamisme de l'entreprise privée. Le 2 décembre, bien que Robert Bourassa soit défait dans son comté, les libéraux remportent une écrasante victoire avec 99 sièges. Bernard Landry et le Parti québécois sont sur la défensive, peut-être pour la première fois depuis le début de la campagne électorale. C'est en raison d'une déclaration de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau qui, selon Jean Charest, a repris ses commentaires du soir du référendum en 1995 sur le vote ethnique et l'argent. Les responsables avaient-ils déclaré de la défaite du oui. Jacques Parizeau, lui, exige des excuses. Il reproche au chef libéral d'avoir mal interprété certains de ses propos. Qu'en est-il exactement? À vous de juger. Voici ce qu'a dit l'ancien premier ministre à un étudiant qui lui demandait comment expliquer l'échec du dernier référendum et pourquoi le résultat serait différent lors d'un autre référendum. Le dernier référendum, quand vous le perdez par 50 000 voix sur 5 millions, si vous cherchez des causes, puis vous cherchez des explications, à un moment donné, j'en ai sorti une que j'ai traînée avec moi longtemps, en disant, en parlant du vote technique et de l'argent. C'est deux choses différentes. L'argent, c'est important parce que la grande manifestation d'amour à Montréal, ça a impressionné les gens. Et il s'est dépensé dans cet après-midi par des organismes fédéraux ou d'autres provinces sur lesquels la loi québécoise ne s'appliquait pas. Ils ont dépensé 2 fois plus d'argent cet après-midi que le camp du oui et le camp du non ensemble pour toute la campagne. Ça, c'est ça, l'argent. Et puis, le vote de communauté ethnique, qui traditionnellement nous donnait aux souverainistes 7, 8, pas beaucoup, mais 7, 8, 9% du vote, et qui, là, sont ramenés à 3%. Il y a une grosse diminution de ce côté-là. Dans certaines communautés, ça a été presque l'unanimité. Ça s'est beaucoup amélioré, ça. À l'heure actuelle, par exemple, on vient de faire un sondage à Montréal sur 2800 fils d'immigrants ou immigrés à tout jeune, 2 ans, 3 ans, au Québec. À cause de la loi 101, ils ont tous dû passer par l'école française. Alors, on fait un sondage sur 2800 d'entre eux, puis on demande la question référendaire à ces jeunes-là. Et 40% répondent oui, 60% non. C'est-à-dire que le débat entre nous s'applique maintenant à ce qu'on appelle les enfants de la loi 101. Quand même, on fait attention à ses sources. T'sais, on ne lance pas n'importe quoi comme ça en disant « je vérifierai plus tard ». Là, aujourd'hui, il doit se rendre compte, M. Charest, j'imagine qu'il a fait comme bien du monde, il a écouté la cassette, il a écouté ce qui s'est dit. Mais là, il doit présenter des excuses. Ça, je pense que c'est une question de correction élémentaire. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Le chef libéral Jean Charest refuse de s'excuser auprès de l'ancien premier ministre Jacques Parizeau. Il maintient que la déclaration de M. Parizeau le soir du référendum de 1995 était totalement inacceptable à l'époque et que le rappel de cette déclaration constitue une autre erreur. J'ai pas question pour moi de m'excuser. M. Parizeau a choisi de ramener dans le domaine public, dans le débat, ses propos de 95.
Et je peux vous réitérer aujourd'hui, comme je l'ai fait hier, que c'est des propos qui sont divisifs. Et de toute façon, l'enjeu principal là-dedans, c'est surtout l'agenda caché de M. Landry et de M. Parizeau. Parce qu'en même temps, M. Parizeau réitère que le plan national de transition vers la souveraineté, c'est dans le programme du Parti québécois. Ça va être leur première priorité. C'est ça l'enjeu, le 14 avril. Ça va-tu être ça ou la santé? Et l'article que votre équipe nous a remis hier, qui a été pris de Cyberpresse par le Nouvelliste, et le verbatim exact laisse place à interprétation. D'ailleurs, TQS a capté les propos de M. Parizeau et ça laisse place beaucoup à l'interprétation. Vous n'êtes pas un peu démagogue en utilisant ça pour frapper sur le PQ? Vous avez entendu mes propos hier et M. Parizeau a choisi de ramener ses propos de 95 dans le débat de la campagne électorale. Pas question pour nous de reculer là-dessus, surtout pas de s'excuser, au contraire. Ce que je défends, moi, comme idéal sur ces questions-là, je le défends depuis très longtemps, je n'ai pas changé d'idée. Dernière question là-dessus, je vais demeurer poli. Est-ce que vous pensez que... J'espère! Ah oui, je suis comme ça, On moi. a été poli, tout le monde, depuis le début de la campagne. Est-ce que vous ne pensez pas que vos subalternes qui vous ont donné cet article-là avant que vous rentriez dans le débat auraient peut-être dû faire certaines vérifications? Alors, est-ce que vous avez des reproches à faire à votre équipe? J'ai aucun reproche à faire à quiconque et j'ai dit ce que j'ai dit hier. Je ne changerai pas un seul mot de mes propos d'hier. Et M. Parizeau a choisi de participer à la campagne électorale à la demande de M. Landry. Il est conseiller de M. Landry sur ces questions-là. Il a choisi de ramener ses propos de 1995. M. Landry a un agenda caché sur la question de la souveraineté et les Québécois méritent de le savoir avant de voter le 14 avril prochain. Leur choix, c'est la souveraineté ou la santé. De son côté, Bernard Landry ne voit rien d'offensant dans les propos de Jacques Parizeau. Il aurait souhaité que Jean Charest vérifie ses sources. Bernard Landry reproche à Jean Charest d'avoir voulu faire dévier le débat des chefs. Le chef péquiste qui qualifie Jacques Parizeau de bon soldat lui laisse le soin de décider s'il continuera de participer à la campagne électorale. Monsieur Parizeau est un bon soldat. Il a agi comme tel jusqu'à maintenant. Je ne vois rien dans ses propos qui évoque ce qu'il a dit en 1995. Et c'est son jugement à lui qui décidera s'il doit continuer à faire campagne de façon la